Bonjour à tous et bienvenue à ce jeudi webinaire EVEE qui est présenté par Nature Action Québec en partenariat avec la Fondation de la Faune ainsi que le Fonds d'appui au rayonnement des régions. Merci d'être présent ce matin à notre dernier webinaire. Je m'appelle Anne-Marie Houd et je suis chargée de communication pour Nature Action Québec. Je vais être votre animatrice aujourd'hui pour ce webinaire qui est présenté par Nature Action Québec et nos experts invités. Comme je disais, c'est ça, on est déjà au webinaire 10, donc le tout dernier. Le webinaire d'aujourd'hui est un peu plus particulier que les autres. En fait, on va pouvoir vous donner la parole parce qu'on vise à vous entendre sur les sujets qu'on a abordés ou non abordés aussi dans les précédents webinaires. Puis, en fait, on veut répondre à vos questions sur la gestion et le contrôle des EVEE au sein de votre ville, municipalité ou MRC. Comme je disais, aujourd'hui, exceptionnellement, on va pouvoir vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions ou répondre à nos questions ouvertes. On veut vous entendre. Donc, j'espère que quelques questions en tête pour nous et en fait, pour nos biologistes qui sont présents aujourd'hui. Veuillez noter par contre que si vous prenez la parole, vous ferez partie de l'enregistrement qui va être diffusé par Nature Action Québec sur son site web par la suite. La présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Aussi, pour assurer un bon fonctionnement, on vous demande de suivre quelques règles que vous voyez présentement à l'écran. En tant qu'animatrice, c'est moi qui vais m'occuper de débloquer votre micro pour vous donner le droit de parole après que vous me l'ayez demandé dans le clavardage animateur. Je vais y aller en ordre là, des demandes reçues. Donc, premier qui demande la parole va le recevoir et ainsi de suite. Et puis, c'est ça, on vous demanderait de respecter un temps de parole, là, surtout pour les questions, pour les réponses ouvertes de 2 minutes à peu près, là, pour si on a plusieurs personnes qui veulent intervenir, que tout le monde ait la chance. Et puis aussi, dans le fond, en ayant le rôle d'animateur qui va vous permettre d'allumer votre micro, on vous demanderait de seulement toucher là, au micro qui se trouve en haut à gauche de votre écran et ne rien modifier à la présentation, seulement utiliser le bouton du micro. Pour vous montrer là, où est-ce que ça se situe, là, c'est juste ici pour allumer ou fermer votre micro. Vous avez simplement à cliquer dessus. Quand l'icône devient orange, vous allez voir des petites bandes de couleurs qui fluctuent. Cela signifie que votre micro est ouvert. Et puis pour le fermer, ben, c'est simplement de recliquer dessus. Voilà, et puis le clavardage animateur, si vous ne l'aviez pas encore trouvé, il se trouve juste ici. Finalement aussi, à la fin de la présentation, on va vous demander de répondre à notre court sondage. Vos réponses vont nous aider à améliorer de potentielles futures présentations et puis à savoir si vous avez apprécié la formule plus spéciale qui est proposée aujourd'hui. Puis également, n'hésitez jamais, là, au besoin, vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires par courriel. On va vous envoyer la présentation actuelle à tous les gens qui sont présents aujourd'hui par la suite. À ce moment-là aussi, vous pourrez toujours nous répondre avec vos questions si jamais vous en avez. Alors, aujourd'hui, comme je disais, on a la chance d'avoir des experts invités avec nous. Donc, on a pas moins de 4 biologistes qui sont présents ce matin. C'est eux qui vont être présents pour répondre à vos questions. On a aussi reçu quelques questions là, entre-temps de gens là, qui sont ressortis de d'autres webinaires. Donc, on va pouvoir les aborder. Mais le but est vraiment de vous donner la parole aujourd'hui là, pour qu'on puisse avancer encore plus dans nos connaissances par rapport à la gestion des EVE. Pour ce qui est de nos experts, c'est ça, comme je disais, on en a 4 aujourd'hui. Je pense que je vais les laisser se présenter un à la suite de l'autre. Comme ça, vous allez savoir à qui vous avez affaire, puis peut-être que ça va pouvoir orienter vos questions aussi. On peut peut-être y aller en ordre là, des gens qui sont indiqués. Jean-François, est-ce que tu veux te présenter pour commencer? Oui. Alors, Jean-François Girard, je vais être obligé de dire, contrairement à ce qui est écrit devant sur votre écran, là, je suis avocat et biologiste parce que j'ai mal viré après avoir fait ma biologie. Je suis devenu avocat, puis je pratique aujourd'hui là, dans un cabinet qui s'appelle DHC Avocat. Puis euh, euh, formellement, je fais plus de droit que de biologie, mais la biologie n'est jamais très loin dans ma pratique et les connaissances que j'ai acquises au moment de mon bac en biologie, particulièrement en écologie. Moi qui travaille principalement en protection des milieux naturels, avec les municipalités beaucoup. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Ben super, merci beaucoup. On est content que tu sois là aussi. Je rappelle que c'est ça, Jean-François a donné un webinaire aussi sur les réglementations municipales en janvier, donc c'est sa deuxième participation avec nous. Ensuite, on a Remy Jacob Racine qui est présente aussi avec nous aujourd'hui. Remy, est-ce que tu veux te présenter? Oui, ben en fait, moi j'occupe le poste de biologiste et de chargé de projet en lutte contre les espèces exotiques envahissantes pour tout le réseau de la CEPAC, que ce soit les parcs nationaux que les réserves fauniques. Je m'occupe des espèces autant aquatiques que terrestres, animales, végétales. Ça fait 2 ans que je suis au siège social à Québec, mais avant ça, là, je viens de la région de la Montérégie, puis j'ai travaillé notamment pour Nature Action là, sur le dossier des espèces exotiques envahissantes. Puis j'ai aussi, c'est ça, moi je viens dans le fond là, de la région de la rive sud de Montréal. J'ai travaillé pour la ville de Saint-Bruno, etc. Là, donc, je connais quand même un peu là, le coin. Super, mais merci beaucoup, Romy, d'être là aujourd'hui. Ensuite, c'est ça, on a Cédric et Alexandrine qui sont des biologistes et chargés en fait, respectivement, chargés de projet adjoint et chargés de projet chez Nature Action Québec. Ils vous ont donné plusieurs des webinaires qu'on a présentés. Donc, ils sont de retour avec nous aujourd'hui. Donc, je vais laisser Cédric se présenter en premier. Bonjour tout le monde. C'est ça, je suis chargé de projet adjoint chez Nature Action Québec. Je m'occupe principalement de projets en lien avec la lutte contre les espèces exotiques Cédric, peux-tu monter ton son un petit peu? On ne t'entend pas bien, s'il te plaît. Que là, ça va mieux. Oui, c'est mieux. Okay. Donc c'est ça, comme le disait Anne-Marie, j'ai participé à de nombreux webinaires de ce webinaire-là, puis c'est ça, donc c'est ça. C'est bon, merci Cédric. Donc, je vais laisser Alexandrine se présenter maintenant. Alexandrine, on ne t'entend pas. Je crois qu'Alexandrine a un petit problème de micro. Donc, c'est ça, sommairement, Alexandrine est biologiste et chargée de projet chez Nature Action Québec en gestion des milieux naturels. Elle vous a présenté notamment 2 études de cas sur des projets qui ont été faits en Montérégie de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes. Alors, maintenant que vous savez qui est présent aujourd'hui pour répondre à vos questions, donc on vous laisserait déjà la parole. Je ne sais pas si vous aviez déjà des questions d'entrée de jeu à poser à nos experts. Vous pouvez m'écrire dans le clavardage animateur pour me demander le droit de parole et puis je vais vous donner ça par la suite. Anne-Marie, est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, ça fonctionne. Super. Merci, Bon, tant mieux. Alexandrine. Donc, bonjour tout le monde. C'est bon. Moi, c'est Alexandrine. Merci. Donc, j'attends vos questions. Je vais vous laisser quelques secondes pour écrire dans le clavardage si vous en avez. OK. Donc, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de questions. On avait quand même quelques questions qu'on avait reçues avant le webinaire, donc on va y aller avec ça. Donc, on a reçu une première question. Là, on a parlé dans les méthodes de lutte de la méthode par excavation. Donc, on a eu des questions à savoir, est-ce qu'il y a un encadrement prévu par les MRC ou les villes pour les excavations? Donc, quelle est la réglementation là, pour la disposition de certaines terres excavées aussi par la suite? Je sais que c'est ça, par rapport à la réglementation, on a Jean-François avec nous qui s'y connaît plutôt bien. Donc, je ne sais pas, Jean-François, si tu peux répondre à cette question. Eh ben, en fait, est-ce qu'il existe un encadrement dans les MRC
En principe, ce ne serait pas les MRC, là, c'est une compétence qui relève plus directement des municipalités locales. Ici, vous écrivez ville, là, mais municipalités locales. Et essentiellement, la plupart des municipalités exigent, en fait, le règlement exige que délivrance d'une autorisation, d'un certificat d'autorisation préalablement à la réalisation des travaux. Là, ils vont vouloir savoir qu'est-ce qu'on veut excaver, comment on va disposer des matériaux de déblai, où on va en disposer et bon, quelle quantité, etc., etc. Mais c'est relativement sommaire, je dirais, dans la plupart des municipalités. Il y a quelques municipalités qui, confrontées à des problèmes plus, ou en tout cas à des enjeux plus importants là, d'immenses projets Remblai notamment. Là. On sait que, ben, vous avez vu dans l'actualité, là, c'était les terrains contaminés qui sont déversés sauvagement sur des terres agricoles notamment. Alors, il y a des municipalités qui ont pris des règlements pour encadrer ça puis empêcher ce type d'activité-là. Alors, c'est plus en matière de remblai qu'en matière de déblai. Mais oui, les municipalités ont le pouvoir d'adopter des règlements en matière de remblai ou déblai. La plupart l'ont fait et il faudrait se renseigner dans chaque municipalité quelles sont les exigences reliées à ce type de travaux-là avant de les faire, bien sûr. Super, merci Jean-François. Je ne sais pas, parmi nos autres experts invités, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter par rapport à ça, par rapport à vos expériences. Ben moi, je prendrais la parole là, si personne d'autre Oui, veut le vas-y, faire, mais Rémi. en fait, moi, ce que je sais par rapport à l'encadrement, là, c'est peut-être plus au niveau du ministère de l'Environnement qui est en train, là, justement, là, de bâtir un peu là, un, un document pour encadrer les demandes là, de certificats d'autorisation par les promoteurs privés, etc. Puis c'est quelque chose qui est fait là, avec plusieurs acteurs privés, publics, qui devrait être inclus là, bientôt là, dans la démarche là, pour accepter les projets. C'est peut-être pas nécessairement là, directement lié au. C'est pas nécessairement l'encadrement qui est fait directement par la ville, mais pour toutes les personnes là, qui voudront faire des travaux qui nécessitent des certificats d'autorisation, ben, ils risquent là, dans les prochaines années là, d'avoir un resserrement là, un peu là, des mesures de mitigation et des techniques à utiliser. Je sais aussi, pour ce qui est de la réglementation de la disposition de la terre excavée, ben, en fait, il y a il y a trois options possibles là, pour disposer de la terre. Dans ce cas-là, on parle surtout là, des rhizomes de roseaux communs, de phragmites. En fait, c'est soit bon, l'option qui est la plus facile, qui est d'enterrer sur place directement, là, qui est la moins chère et qui ne va pas demander là, de disposer la terre. Mais sinon, il y a deux principales options, qui est soit d'envoyer cette terre-là dans un lieu d'enfouissement autorisé qui accepte les plantes exotiques envahissantes. On ne peut pas juste envoyer ça n'importe où, aller, ou que ça se retrouve là, dans des sites de compostage industriels, pour s'assurer que le lieu d'enfouissement l'accepte. Puis sinon, il y a une autre technique là, qui est en développement là, qui est plus rentable un peu là, pour les travaux de grande envergure. C'est du traitement par tamisage contre cassage. Est-ce qu'on va ramasser toute la biomasse du sol, la passer là, dans des machines, là, des tamiseuses, etc. Le processus est fait à répétition là, jusqu'à temps que le sol soit complètement euh, dévitalisé, là, dans le sens que le roseau il est tellement fragmenté en petits morceaux qu'il ne peut plus repousser. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'on peut réutiliser ces sols-là ensuite pour faire d'autres aménagements. C'est sûr que pour ce qui est du prix, que ce soit l'enfouissement dans un lieu, un LET, là, un lieu d'enfouissement autorisé, ou par tamisage, concassage, c'est assez dispendieux. Puis aussi, un dernier petit détail, là, avec des discussions là, des gens du MLCC, là, ça se peut aussi là, que ça devienne de plus en plus difficile d'envoyer des sols organiques dans les lieux d'enfouissement technique. S'il y a des demandes de CA, des choses comme ça, là, parce que c'est un sol vivant, puis ça prend beaucoup de place. Donc, on essaye de trouver là, des méthodes alternatives là, pour pas justement là, prendre tout ça là, puis envoyer ça là,
aller l'enfouir dans un lieu où est-ce que ça ne servira plus à rien. Bon, c'est ça, ça fait le tour de ma réponse là, par rapport à ces deux questions-là. Merci beaucoup, Romy. Est-ce que Alexandrine ou Cédric, vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, j'allais à peu près dire la même chose que Romy, finalement. Je vais pas répondre à ça, mais c'est pas c'est Romy. Oui, c'est assez complet. Merci, Romy. Parfait, merci. Entre-temps, on a eu une question dans le clavardage. Quelqu'un qui demande, en fait, une municipalité qui veut s'attaquer à une problématique de berge du Caucase, devrait-elle elle-même s'outiller au niveau de la formation, d'équipement, etc., pour faire la lutte? Ou est-ce qu'il est préférable ou souhaitable qu'elle donne un contrat ou qu'elle s'associe avec des intervenants spécialisés dans la lutte? Est-ce qu'il y a une première personne parmi nos intervenants qui peut répondre à cette question? Je peux répondre? Non, Romy, je te laisserai compléter si tu veux. Non, vas-y, Alexandre. Merci, Madame Amel. Dans le fond, je pense que c'est une super bonne question. Ce qu'on recommande, c'est sûr que pour nous, c'est mieux de s'associer avec des intervenants spécialisés, mais selon votre niveau de connaissance puis le niveau de ressources que vous voulez mettre à l'interne, c'est sûr que l'accompagnement peut être plus ou moins grande envergure. Ça peut être clé en main ou bien ça peut être vraiment de l'accompagnement. Mais c'est certain qu'étant donné qu'il y a des risques, quand on fait du contrôle de plantes exotiques envahissantes, il y a quand même des risques de propager la plante en le faisant. Donc, d'être accompagné pour être sûr que les méthodes qu'on utilise sont efficaces et qu'on dispose bien des résidus, c'est super important. Puis en plus, dans le cas de la berge du Caucase, il y a toute une question des risques liés à la sécurité des gens qui font le contrôle. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne idée de s'associer avec des intervenants spécialisés dans la lutte. Puis, l'Interaction Québec en fait partie. Là, nous, on fait des contrats avec des municipalités là, pour des projets comme ça. Merci, Alexandrine. Romy, est-ce que tu veux compléter? Oui, dans le fond, c'est ça. Nous, dans les parcs nationaux, c'est sûr que là, si on découvre un petit plan de berge de Caucase, là, ça va être fait à l'interne. On va s'assurer que la personne a vraiment tout son équipement de protection, puis qu'elle va se débarrasser convenablement du plan. Mais quand on tombe là, dans des invasions assez avancées, là, comme dans la région du Chaudière-Appalaches, là, il peut y avoir là, des kilomètres de berge de Caucase. Là, c'est sûr que c'est vraiment préférable de faire affaire avec des professionnels, là, surtout pour faire tout ce qui est le suivi, s'occuper des détections des citoyens ou la gestion de l'ensemble du projet et s'assurer que c'est vraiment que les employés sont bien protégés parce que, comme Alexandrine dit, la berce, ça peut causer là, vraiment là, des fois des brûlures jusqu'au 2e degré là, sur la peau, là, si la sève est en contact avec la peau et que c'est exposé au soleil. Donc, toujours mieux d'être plus prudent que pas assez, selon moi. Bien, merci beaucoup pour vos interventions, Alexandrine et Romy. Est-ce qu'il y en avait d'autres questions par rapport à cet enjeu-là? On peut les prendre dans le clavardage. J'ai une petite précision que je viens de réaliser là par rapport à la question des excavations, puis en fait d'acheminer les déchets vers des sites d'enfouissement. Il faut bien s'assurer auprès de la compagnie, par exemple, si vous louez un conteneur, que vous mettez les déchets à l'intérieur, les débris, qui vont bien les acheminer dans un site d'enfouissement dédié à ce genre de débris, de sol contaminé, parce que ça peut arriver qu'ils ne réalisent pas finalement que ça prend vraiment un site bien spécialisé, puis ils peuvent mettre ça dans des endroits vraiment pas adaptés. Donc c'est vraiment bien s'assurer de ça, puis parfois ça peut rajouter un coût à la location du conteneur. Donc c'est aussi à considérer dans la planification puis le budget des projets. Merci pour la précision, Cédric. Donc, je n'ai pas reçu d'autres questions par rapport à cette question-ci dans le clavardage. Je vais passer à la suivante. Donc, c'est une grande question. J'aimerais entendre
nos conférenciers aujourd'hui sur cette question. Puis aussi, vous, nos participants qui êtes présents aujourd'hui, si vous voulez prendre la parole, ça serait intéressant de vous entendre à ce sujet-là. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà qui veut prendre la parole, vous pouvez me l'indiquer dans le clavardage animateur, sinon on va demander les avis de nos experts. J'ai pas reçu de gens à la parole, donc est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nos experts qui veut se prononcer sur cette question? Donc, quel est le rôle des municipalités, en fait, quel rôle les municipalités ont-elles à jouer pour freiner la propagation des EVE? Je pourrais peut-être me lancer, à moins Oui, que c'est ça. M. Girard veuille y aller. Non, ben, parce que en fait, c'est pas mal le contenu du webinaire que j'ai donné moi-même. Là. Je ne ferai que répéter. Fait que je serais intéressant d'entendre la perspective des biologistes qui font du terrain et qui font ces projets-là concrètement. Alors, je vais laisser la parole à mes confrères et consoeurs. C'est bon, merci. Ben, le rôle que, en tant que responsable de projets de lutte là, à travers la province, là, le rôle des municipalités, c'est un peu, que ce soit les municipalités, les citoyens, les, les- les organismes gouvernementaux, je pense que c'est vraiment une responsabilité qui est partagée. C'est pas un type de problématique qu'on peut seulement ignorer, puis en se disant, bon, les autres vont s'en occuper, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit faire sa part parce que euh, on a vraiment, dans le fond, tous les gestionnaires là, de parcs, de terrains qui font des, des, des- des interventions d'entretien, de fauche des côtés de route, de venir perturber le sol, de faire du maniement, de l'aménagement. Tout ça, en fait, ce sont les grandes façons de propagation de ces espèces-là au Québec. Puis, c'est pas des organismes qui vont connaître les frontières, donc c'est même pas seulement au Québec. Là, on a eu beaucoup de choses qui vont des États-Unis, de l'Ontario. On a un peu été privilégiés au Québec là, par rapport à ça, mais c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur là, d'année après année. Puis, en même temps, c'est une problématique qui est complexe parce qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent jouer dans l'invasion par ces plantes-là. Si, moi, mon expertise est beaucoup par rapport au milieu naturel, mais le fait d'avoir, par exemple, dans les dernières années, il y a eu la grille du frêne qui est passée, qui a ravagé les arbres. Et ça fait en sorte que ça change les milieux forestiers. On a aussi en Montérégie, ben, il y a des problématiques de surbroutement de cerfs de Virginie qui vont se nourrir d'à peu près tout, sauf les plantes exotiques envahissantes. Ça a l'air qu'ils n'aiment pas le goût. Et avec ça, on a des nouvelles espèces là, qui sont capables de s'implanter dans des milieux non perturbés, comme surtout les forêts comme le nerf brun, le don de venin, la lierre officinale. Donc, je pense que c'est une problématique qui est complexe. Puis chaque personne doit faire sa part si on veut pouvoir au moins réduire là, les impacts qu'il y a sur les milieux qu'on essaie de protéger ou qu'on veut offrir là, à la population. Parce que c'est vraiment une responsabilité qui est partagée qui devrait être partagée par tout le monde. Ouais, merci, Rami. Je suis vraiment Merci, d'accord. Rami. Ouais, si je peux compléter. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu as nommées, que c'est de la prévention. Puis moi aussi, je trouve que les municipalités peuvent vraiment jouer un rôle important pour la prévention. D'une part, à cause que, comme tu le disais, il y a beaucoup d'activités ou de travaux qui sont réalisés sur les territoires municipaux qui peuvent propager les EVE. Mais aussi parce que des fois, en tant qu'organisme de conservation, on ne peut pas avoir des yeux sur le terrain partout. Donc, si les travailleurs puis les employés municipaux sont sensibilisés et sont éduqués sur la question des plantes exotiques envahissantes, ils peuvent détecter des nouvelles occurrences que nous, on ne détecterait peut-être pas avant qu'il soit trop tard. Donc, juste pour la question de la détection et de la prévention de la propagation des EVE, je pense que les municipalités peuvent vraiment jouer un rôle important. Puis ensuite, quand on rentre plus dans le contrôle de la lutte, bien, je pense aussi que c'est une responsabilité partagée. Puis, c'est même si on n'a pas nécessairement tout à fait les mêmes priorités
les mêmes objectifs principaux pour la lutte. Peut-être que les organismes de conservation, leur motivation numéro 1, c'est le maintien des écosystèmes. Puis les municipalités, même si l'environnement tient à cœur, peut-être que la motivation numéro 1, c'est le bien-être des citoyens, mais ces deux éléments-là peuvent être impactés par les plantes envahissantes. Donc, on peut agir ensemble sur des problématiques communes, puis je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner. Ben, merci beaucoup, Alexandrine et Romy. Est-ce que Jean-François, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Deux maîtres mots par rapport à cette question-là, puis aux enjeux que ça représente. Le premier, c'est biodiversité, puis le deuxième, c'est aménagement. En fait, soyons plus précis, maintien de la biodiversité et aménagement du territoire. Et la façon qu'on a eu d'aménager notre territoire dans les 50 à 100 dernières années a eu pour principal effet de faire diminuer la diversité biologique, avec la facilité que ça offre pour la pénétration ou l'envahissement, la pénétration des plantes envahissantes. Et il y a, si j'ajoutais un troisième maître mot, c'est éducation. Je pense que encore pour beaucoup de municipalités, encore soit les élus, soit les fonctionnaires responsables par l'inspecteur municipal, le responsable de la voirie, on ne comprend pas encore le rôle de la biodiversité et l'incidence de l'aménagement du territoire sur la biodiversité. Puis dans la formation, dans le webinaire que je donnais, même si ce n'est pas une plante envahissante, je donnais l'exemple de l'herbe à poux. Ben, la réponse des autorités publiques pour combattre l'herbe à poux, c'est qu'il faut faucher. Et tout ce qu'on se trouve à faire, c'est perturber des milieux naturels, diminuer la diversité biologique, la compétition interspécifique, ce qui favorise l'implantation puis le maintien de l'herbe à poux. Fait que reprenez ce petit exemple-là, puis on l'applique aux autres espèces végétales exotiques envahissantes avec lesquelles on a des problèmes, puis on comprend tout de suite pourquoi ces espèces-là peuvent plus facilement se propager. Prenons l'exemple de la grille du frêne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé des forêts, on a bâti du minéral, on a planté des arbres pour avoir un peu de verdure, on a planté toute la même espèce d'arbre, puis on s'est rendu vulnérable à l'arrivée d'un parasite comme celui-là. Alors, c'est toujours, puis moi là, je passe ma vie, puis l'essentiel de ma carrière à me battre, puis à essayer d'expliquer qu'il faut maintenir la biodiversité sur nos territoires, qu'il faut cesser de tout détruire juste dans la perspective de créer de la richesse foncière, puis de générer des taxes. Il y a un coût énorme à notre façon d'occuper le territoire qui actuellement est inadéquate, la façon d'aménager le territoire qui est inadéquate. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à l'ensemble des intervenants concernés, incluant donc les élus municipaux, mais également les promoteurs qui ont des visées sur le développement du territoire. Puis je pense que c'est le travail des professionnels que vous êtes et dont je suis, là, auquel j'ai la prétention d'appartenir au même groupe. Mais donc, le groupe de professionnels que nous formons, on a un important travail de sensibilisation, d'éducation à faire dans nos milieux de vie et dans nos milieux d'intervention professionnelle pour qu'on corrige le tir à cet égard. Sinon, on va toujours être en retard dans la bataille. Le myriophylle à épi, là, quand tu vois des projets d'arrachage du myriophylle à épi à la main, là, je dis toujours, nous autres, on a 2 bras, puis quand tu coupes une tige, j'en pousse 2, quand tu en coupes 2, il en pousse 4, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on ne se bat pas à armes égales. Alors, il faut vraiment prendre la problématique
sous un autre front, dans une perspective de prévention. Puis ça, c'est toute notre conception d'aménagement du territoire qui est à revoir, puis la protection de la biodiversité. Merci beaucoup. Par rapport un peu à ce, on a reçu une question dans le clavardage. Est-ce que les municipalités font des pressions aux différents ministères provinciaux pour légiférer, encadrer les espèces végétales exotiques envahissantes, comme interdire la vente, avoir de l'aide pour les inventaires, etc. N'importe quoi qui pourrait aider les municipalités et les MRC. Il me semble que le Québec est bien en retard comparaison à l'Ontario et les États américains bordant le Québec. Donc, est-ce que quelqu'un peut se prononcer sur cette question? Bon, personnellement, puis j'ai pas la prétention d'être au courant de tous les dossiers qui sont traités, par exemple, entre l'UMQ, la FQM et les différentes instances gouvernementales, mais j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu parler de ça, ce sujet-là. Parfait. Ouais. Je vois que Romy et Alexandrine, vous avez allumé vos micros. Oui, ben dans le fond, moi, je peux pas parler par rapport au niveau là, des municipalités si elles font des pressions. Ben, je sais qu'au niveau des ministères, c'est une problématique qui prend de plus en plus là, d'importance, là, qui commence à être vraiment mise de l'avant parce que justement, on se rend compte là, que historiquement, ben, on réalisait pas à quel point tout ça là, peut avoir des impacts sur les coûts de gestion, sur les impacts sur la biodiversité. Et c'est difficile de convaincre les gens d'agir avant qu'il y ait un problème. Mais là, je pense qu'avec la grille du frêne, là, surtout, là, puis il y a plusieurs autres espèces là, qui profitent un peu là, du passage de la grille. Mais je pense que c'est quelque chose là, qui commence à être de plus en plus là, pris en considération là, au niveau des différents ministères. Puis, en tout cas, moi, je milite là, pour légiférer, encadrer, etc. Donc, mais je peux pas parler au niveau là, des municipalités ou des MRC si qu'est-ce qui est fait de ce côté-là. Merci, Romy et Alexandrine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, ça complète pas mal, c'est ça. Je pense qu'il y a des organismes qui font peut-être des pressions, mais moi non plus, je suis pas trop au courant de municipalités qui feraient ça, mais je pense que ça serait bien bénéfique s'il y a des gens qui se sentent interpellés aujourd'hui là, pour militer en ce sens-là. Puis sinon, ben, c'est sûr que tu sais, les ministères provinciaux, même si en ce moment, peut-être que vous avez l'impression que tu sais, au niveau de la légifération et tout ça, on est en retard, mais il y a au moins en ce moment, depuis quelques années, des enveloppes plus importantes, et même des enveloppes pour le contrôle. Donc, au niveau des projets, il y a certainement de l'aide pour les municipalités puis les MRC qui veulent faire de la lutte contre les plantes envahissantes, puis même des projets de sensibilisation. Puis ça, c'est quelque chose qui existe si jamais il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont intéressés à faire des projets comme ça. Merci, Alexandrine. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions par rapport à cet enjeu-ci. Cédric, en attendant, sinon, est-ce que toi, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Pas vraiment. Honnêtement, j'avais pas tant de réponses sur ça. C'est bon, merci. Donc, on va passer à la prochaine question. En fait, c'est ça, on a reçu quelques questions là, au fil des webinaires, un aspect qu'on a un peu moins abordé. Donc, à quoi s'attendre côté budget pour un projet de gestion des EVE? Donc, on a ressorti 2 exemples de notre côté pour vous donner une idée, mais il faut vraiment garder en tête que chaque projet est unique et a ses spécificités. Donc, je vais laisser Alexandrine prendre la parole à ce sujet. Bonjour. Oui, bonjour, désolée, il y a toujours un petit délai quand j'allume mon micro, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ça, c'est une question qui est revenue souvent au cours des webinaires, combien ça coûte. Puis dans nos discussions, c'est souvent une préoccupation là, pour les municipalités, puis on comprend pourquoi, évidemment. Donc, on voulait vous présenter quelques grandes lignes d'un budget, mais c'est vraiment à titre d'exemple, parce que la première chose à dire, c'est que chaque projet va être différent. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer sur le coût d'un projet de contrôle. La taille de la colonie, l'âge de la colonie, c'est-à-dire son stade de développement, est-ce que ça fait longtemps qu'il y en a, puis les plantes sont matures, ou est-ce que c'est une nouvelle occurrence?
l'accès au site que vous voulez, sur lequel vous voulez faire du contrôle, ça joue beaucoup. Est-ce que c'est facile d'accès avec de la machinerie? Est-ce qu'il faut y aller à pied? Donc, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Puis, chaque méthode aussi va être très différente. Donc, moi, dans les dernières 2 années, j'ai surtout travaillé sur des projets, j'ai deux projets de contrôle de fragments. Donc, c'est ça que je vais vous présenter vraiment rapidement, juste pour que vous voyez un peu les différentes méthodes, puis qu'est-ce que ça peut donner au niveau du budget. Voilà. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite, si j'ai bien le contrôle. OK. Donc, le premier projet, c'est un contrôle du fragmite dans l'habitat de la baie d'Amérique. C'est au Boisville 32, donc c'est une des réserves naturelles protégées par MAC. Puis, dans ce projet-là, on avait un gros massif de fragmites pour lequel vraiment, il n'y avait rien à faire au niveau de... On n'allait pas l'éradiquer, on n'allait pas excaver cet immense massif. Par contre, il y avait des petites colonies, des nouvelles petites colonies qui commençaient à envahir le reste du milieu qui est ouvert. Donc, puis ça, c'était environ 2000 mètres carrés. Donc, on s'est dit, on peut agir sur les nouvelles petites colonies et faire une barrière végétale pour bloquer le massif. Ce projet-là, le coût global du projet, c'est 62 000 la superficie de fragments bâchés, c'est 2000 m², comme j'ai dit. Et les coûts en matériel et végétaux pour donc la barrière végétale, on est à 20 000 à peu près. Et simplement pour bâcher et faire les plantations, on est à 50 jours personne et 400 heures estimées. C'est vraiment grosso modo. Donc, ça peut vous donner une idée un peu des coûts, mais ce qui est important de savoir aussi dans ce projet-là, c'est que ici, on a du bâchage. Donc, on a du fragment qui est d'abord fauché puis recouvert d'une membrane assez épaisse pour bloquer la lumière puis empêcher les repousses. Puis, on a décidé de ne pas prévoir dans ce budget-là, dans les années du projet qu'on a en ce moment, le retrait de la bâche et les plantations. Mais ça va être une étape essentielle. Donc, c'est sûr que c'est pas tout, le 62 000. Au moment de retirer les 2000 m², il va falloir prévoir des plantations pour revégétaliser toute la zone qui a été contrôlée. Donc, ça va être encore des sommes supplémentaires pour replanter. Mais ça peut quand même donner une idée un peu des efforts requis pour ce type de projet-là. Donc, voilà. Ça, c'est une méthode qui est assez commune, le bâchage. Puis sinon, l'an dernier, on a commencé un projet de contrôle du fragmite dans l'habitat de la salamandre à quatre orteils, qui est une salamandre susceptible d'être menacée, désignée ou vulnérable. Donc ici, on était dans un milieu humide, plus fragile. Le fragmite était moins dense. Donc on s'est dit, on ne veut pas bâcher parce qu'on ne veut pas trop perturber le milieu de la salamandre. Donc on est allé avec une nouvelle technique qui s'appelle le spading. C'est la coupe avec extraction partielle du rhizome. Donc, c'est vraiment d'aller enlever individuellement chaque tige, mais en coupant dans le sol le rhizome. Donc, on va enlever un peu plus de matériel végétal que si on faisait juste faucher. Donc, ici, les coûts globaux du projet, c'est 77 000 La superficie de fragments traités par le spading, c'est 1700 m². On a moins de coûts en végétaux et en matériel. Beaucoup moins, en fait, parce que là, c'est un cas spécial aussi. Là. Non seulement on a dû acheter des végétaux, mais on devait aussi créer des buttes de plantation pour éviter que toutes nos plantes aient les pieds dans l'eau. Donc, il y a une bonne somme pour les buttes. Mais en gros, 13 000 de matériel et végétaux. Puis ensuite, l'estimation de temps pour le spading et les plantations. On a un détail ici, là, ça donne à peu près 75, j'imagine, 70 jours personne au total, incluant les plantations. La création des buttes, qui était vraiment l'étape la plus demandante. Donc, si on enlève la création des buttes, ça aurait été beaucoup moins coûteux comme projet, mais on a fait ce qu'il fallait dans un milieu sensible. Donc, quand on regarde ces deux projets-là, on dirait que le spading serait plus cher. Il y a une bonne partie de la somme, comme je vous dis, qui vient du fait que c'est un milieu sensible, donc on ne voulait pas bâcher qu'on avait besoin d'amener des buttes, de la terre pour faire des buttes. Et aussi, dans celui-là, on n'a pas de végétaux à prévoir quand on retire la bâche. Donc, le spading, une fois que c'est fait, même là, à la fin de la première année, on a remarqué qu'il y avait beaucoup moins de tiges qui poussaient. Donc, on pense que ça va demander moins de suivi à long terme, on espère. Puis, on vous donnera des nouvelles à la fin du projet. Mais ça donne un peu une idée là, des coûts auxquels on peut s'attendre. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus.
Alexandrine, est-ce que dans le budget que tu considères là, est-ce que ça inclut l'étude, les inventaires d'avant-projet, Ouais. toute la mise en place du projet? Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que si vous constaterez qu'il y a quand même une différence importante entre le coût en matériel puis le coût global. Puis même si on soustrait toutes les ressources humaines que j'ai mis dans le tableau, ça, c'est vraiment juste le temps sur le terrain pour vous aider à faire des estimations de temps de main-d'œuvre sur le terrain. Mais effectivement, là, les coûts globaux du projet incluent toutes les visites de repérage sur le terrain, la planification du projet, les commandes de végétaux, la coordination avec les partenaires. Donc, dans le cadre de ce projet-là, par exemple, on travaille avec la ville de Contrecoeur, avec le parc des grèves de Contrecoeur où se situe le projet et avec la colonie des grèves qui nous aide avec la main-d'œuvre. Donc, toute la coordination entre les différents acteurs, les suivis sur le terrain, l'achat de matériel, tout ça, c'est pris en compte dans le budget. Puis, c'est certain que c'est non négligeable. Puis, surtout la question du suivi qui est à prévoir dans tous les projets de PEE, s'il y a des gens à l'écoute qui vont en faire, c'est vraiment pas à négliger parce que ça sert plus ou ben, ça sert plus ou moins à quelque chose de mettre le paquet sur un an ou deux s'il n'y a pas d'argent qui est réservé pour du suivi parce que les plantes envahissantes sont quand même assez coriaces. Là, donc, il faut s'assurer qu'on se garde une marge assez importante pour suivre puis pour suivre l'économie et être certain que nos efforts servent à quelque chose et ne sont pas anéantis. Merci beaucoup pour cette réponse, cette présentation de budget. Ça donne une bonne idée, je crois. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à ça dans le clavardage? Vous pouvez les écrire. Je vais vous laisser quelques secondes. Ben, moi, j'ajouterais un petit quelque chose. Donc ça, ce sont des budgets, donc, comme elle disait Alexandrine, qui sont vraiment destinés à la lutte, donc les interventions, puis toute la gestion du projet. Mais avant ça, il faut quand même savoir qu'il y a toute une étude à faire sur une étude d'avant-projet ou des inventaires ou savoir vraiment dans quoi on va s'enligner pour faire la lutte parce que chaque lutte est différente, dépendamment du milieu, dépendamment de l'espèce qu'on a protégée, dépendamment de plein de facteurs. Puis c'est vraiment une partie à réaliser de la bonne façon parce qu'après, ça va vraiment guider le projet. Puis c'est à ce niveau-là qu'on peut aussi faire face aux éventuelles premières difficultés qu'on peut avoir, qu'on va budgétiser aussi le projet. Parce que c'est difficile d'estimer dès le départ, dès qu'on va dans un milieu, de se dire combien ça va coûter. Donc, il y a plein de questions qu'on peut se poser avant. Déjà, juste, c'est quoi le budget qu'on va avoir maximal dans notre municipalité, par exemple. Si vous savez que vous avez une contrepartie, par exemple, à mettre pour une demande d'aide financière limitée à 20 000 $, par exemple, ben, ça va déjà guider les priorisations qui vont pouvoir être faites dans la lutte aux espèces exotiques envahissantes. Puis aussi, c'est sûr que ça, ce sont des budgets. Ben là, je parle par rapport, par exemple, aux demandes d'aide financière auprès de la Fondation de la Femme du Québec, ce qui englobe un projet de 2 ans d'intervention de lutte et 3 ans de suivi. Mais on s'entend qu'après ça aussi, il ne faut quand même pas penser que la lutte est finie. Il y a toujours des suivis à faire dans le temps. Puis ça, c'est pas très prévisible. Ça peut vraiment très bien se passer, une lutte après les 2 années d'intervention qui peut être finie après, des suivis font en sorte qu'on voit qu'il n'y a rien qui reprend, puis c'est une victoire, mais ça peut aussi faire en sorte que les suivis après les 2 années d'intervention on s'aperçoit qu'il faut continuer d'intervenir, puis là c'est du budget à prévoir parce que sinon ce serait des luttes un peu inutiles qui auraient été faites avant. Donc c'est ça. Merci. Est-ce que Romy ou Jean-François, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je pourrais peut-être ajouter, peut-être que pour les municipalités, ça peut aussi revenir moins cher s'ils utilisent là, leur propre machinerie, puis ce genre de choses-là. Si c'est des projets qui sont plus liés à la fauche de bord de route ou en tout cas, le contrôle de plantes qui sont facilement accessibles, ça peut diminuer les coûts du projet, mais c'est sûr, comme Cédric disait, euh, quand on commence à s'impliquer là-dedans, il faut continuer les actions parce que
souvent, même, les gens vont venir faucher, mais la fauche, dans le fond, ça va venir restimuler le roseau, un peu comme couper son gazon. Donc, si on fait rien d'autre, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est la partie importante là, de bien planifier ses actions. Puis peut-être plutôt que de voir là, bon, j'ai quel budget, qu'est-ce que je peux faire, mais plutôt de prioriser là, c'est quoi les endroits les plus importants à protéger pour la population, pour la biodiversité, etc. Puis ensuite, là, essayer d'aller chercher là, soit des partenaires financiers ou même organiser là, des événements avec du bénévolat, peu importe, là, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est vraiment de bien connaître la répartition des espèces sur le territoire, bien savoir ce qu'on veut protéger, et ensuite là, établir un plan là, qui, dans le fond, devrait être inclus dans la gestion normale là, des travaux là, annuels, un peu comme aller déneiger la neige. C'est quelque chose qui va être répétitif. Si c'est pas une espèce, il y en a d'autres aussi qui arrivent, mais je pense que l'important, c'est vraiment de délimiter qu'est-ce qu'on veut protéger, puis ensuite là, mettre en œuvre là, les meilleures actions pour faire ça. Puis c'est ça, s'organiser pour avoir vraiment un bon plan d'intervention, puis ensuite là, de tabler là, tout ce qui est budget, etc., là, plutôt que de se limiter à quelque chose qui aurait moins d'impact, mais c'est ça. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est ça, c'est planifier, puis bien prioriser, puis ensuite essayer d'inclure là, toutes ces actions-là là, dans les travaux là, communs là, des municipalités, etc. Puis, si nécessaire, ben, aller chercher du financement supplémentaire puis faire des partenariats. Merci, Romy. Jean-François, avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, malheureusement, là, j'ai rien à dire de plus pertinent que ce que déjà il a été dit. Merci, parfait. Donc, j'avais 2 questions ouvertes sur lesquelles j'aimerais entendre nos participants. Si quelqu'un veut se prononcer, donc seulement me dire dans le clavardage si je vais prendre la parole, je vais pouvoir vous la donner. Donc, on aimerait savoir là, quelles sont vos préoccupations par rapport à ce qu'on vous a présenté là, dans la gestion des EVE, dans nos webinaires. Est-ce que vous avez des freins à la réalisation de projets dans vos villes ou municipalités? Je vous laisse quelques secondes pour m'écrire si jamais vous voulez prendre la parole. J'ai rien reçu pour l'instant. Je vais passer à l'autre question ouverte. Peut-être que sur celle-ci, on aura d'autres. Donc, sinon, c'est ça, on aurait aimé connaître les apprentissages que vous avez retirés des webinaires, s'il y a, par exemple, une chose que vous avez retenue. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer? Bon, alors j'ai pas personne qui se prononce, peut-être qu'il y a un peu de gêne. Donc, ben sinon, on peut toujours aussi prendre des questions là, par le clavardage comme on a fait avant, sans nécessairement que vous preniez la parole. Donc, par rapport à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui ou par rapport au webinaire précédent, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas trouvé réponse? Dans le fond, on a plusieurs experts qui sont présents avec nous aujourd'hui qui peuvent vous aider. Donc, on a un commentaire. On dit que cette série nous a permis d'être pleinement conscients de ce dossier et que nous pourrons maintenant y voir plus clair et savoir quoi faire. Donc, on est bien content d'entendre ça. C'était le but, l'objectif de nos webinaires. Donc, ben, merci pour ce commentaire. On est content que vous ayez apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à ajouter, questions? C'est le temps. Je vous laisse quelques secondes.
Donc, j'ai rien reçu pour l'instant, mais il n'est pas trop tard. N'hésitez pas, là, entre-temps, si vous pensez qu'il y a quelque chose, on pourra toujours prendre le temps. Sinon, en fait, pour conclure cette belle série de webinaires, donc, on voulait, pour vous aider aussi, le but aujourd'hui, c'était de vous dire un peu peut-être comment vous pouvez aller plus loin dans votre gestion des EVEE. Donc, on a lancé la semaine dernière une section de notre site web que vous pouvez trouver là, au nature-action.qc.ca/EVEE. Donc, c'est une section du site avec plusieurs pages qui vous permet là, de connaître, bon, qu'est-ce que c'est une EVEE, c'est quoi les principales espèces présentes en Montérégie particulièrement, des différentes méthodes de lutte que vous pouvez utiliser, connaître leurs moyens de dispersion pour freiner leur propagation. Donc, on a vraiment, c'est comme une mine d'informations qui est disponible à tous. Donc, vous pouvez aller la consulter, puis on vous invite certainement à la partager aussi avec vos collègues du monde municipal. Ça peut aussi être pertinent pour un citoyen là, qui veut en apprendre un peu plus sur les EVE, qu'est-ce que c'est, puis comment les reconnaître. Donc, n'hésitez pas à aller le visiter. On a aussi sur la page d'accueil un petit sondage là, pour valider votre appréciation du site web, savoir si ça répond bien à vos besoins, puis peut-être que c'est ça, en fait, selon vos réponses, on pourra bonifier la plateforme. Cette plateforme-là regroupe aussi une section qui regroupe tous les webinaires qu'on a présentés. Donc, il manque seulement celui d'aujourd'hui qu'on va ajouter par la suite. Mais tous les webinaires qu'on a présentés, vous avez des enregistrements qui sont disponibles en vidéo. Et puis, vous avez aussi pour plusieurs webinaires, là, on a fait des questions et réponses. Donc, vous allez trouver facilement là, les réponses aux questions qui ont été posées là, pendant les webinaires. Donc, on vous invite à aller visiter le tout. Sinon, bien, une autre chose qui s'en vient, c'est une clé décisionnelle là, pour faciliter votre prise de décision dans la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes. C'est Cédric Boué qui travaille sur ce dossier-là présentement. Donc, je vais le laisser nous en parler sommairement de ce qui s'en vient. Oui, en fait, on veut vous donner un outil en plus qui va vous permettre, j'en avais parlé dans un des webinaires, mais qui vous permet finalement, l'idée c'est que vous arrivez sur le lieu là où il y a une EVE, que vous pouvez après quelques petites questions pouvoir déjà une vision, vous pouvez déjà avoir une vision de comment intervenir, puis quel serait le degré de difficulté des interventions. Donc c'est ça là en révision, puis on vous fera part de sa mise en ligne dès qu'elle sera finie. Ça devrait pas être très long. Donc ce sera un outil vraiment important déjà pour juste savoir c'est quelle lutte qui serait envisagée ou quelles recommandations, puis ça pourrait déjà vous donner une idée du budget. C'est sûr que ça ne va pas vous donner une réponse comme « Ok, c'est ça qu'il faut faire », il faut quand même valider ça avec des experts, parce que comme je vous ai dit juste avant, chaque milieu est différent, a ses problématiques, a ses contraintes, donc c'est ça. Donc, c'est un petit peu plus pour savoir quoi. Puis, si je peux me permettre, la clé sur laquelle Cédric travaille va vraiment aider un peu à répondre à ce que Ronnie Jacob mentionnait plus tôt, l'importance de bien prioriser aussi c'est quelles occurrences de plantes envahissantes sur lesquelles vous devriez vous concentrer si vous voulez faire de la lutte en priorité. Voilà. Et merci beaucoup. Là, on a bien hâte de voir cet outil-là naître. Pour terminer, ben, en fait, c'est ça, je voulais vous parler des services de notre action pour la gestion des EVE. Donc, c'est ça, là, on a des experts comme Cédric dans nos équipes, puis comme Alexandrine aussi qui fait beaucoup d'interventions sur le terrain. Donc, c'est ça, on a de l'expérience en gestion des EVE, particulièrement, c'est ça, avec les villes, municipalités, MRC. Donc, les types de projets qu'on réalise, donc ça porte beaucoup sur la sensibilisation et la formation des acteurs, que ce soit au niveau par exemple, des employés municipaux, la prévention par le biais de détection, de caractérisation et de suivi, la rédaction de plans de gestion et de priorisation des actions à entreprendre sur vos territoires, la cartographie des sites ciblés pour des interventions. Là, on en a parlé, là, je pense, dans le webinaire de M. Claude Lavoie, que c'était très important là, à réaliser là, pour bien cibler vos interventions. Donc, on a des experts à l'interne, notamment en géomatique, pour produire ce genre de cartographie-là.
Et puis, c'est ça. Donc, évidemment, c'est ça. La réalisation des projets ensuite de lutte contre les AVE et pour municipalités et MRC qui sont basés sur des méthodes écosystémiques là, pour des milieux de vie comme des parcs, espaces verts, bandes riveraines, bassins de rétention, mieux protégés, etc. Puis aussi, ben, on en a parlé un peu, là, comme la recherche de financement. Il y a des subventions qui sont disponibles là, pour vous aider là, à financer vos projets de lutte. Donc, nous, on est disponible là, pour vous aider dans la recherche de financement. On connaît bien les programmes qui sont offerts, puis vous accompagner pour réaliser les projets par la suite. Donc, on peut faire le cycle complet avec vous de projets ou certaines phases seulement. Donc, pour toutes les questions relatives à ces services-là ou pour en savoir plus là, sur la gestion des AVE, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez l'adresse de Cédric Boué qui s'affiche à l'écran. C'est lui qui va vous envoyer la présentation d'aujourd'hui aussi, donc vous allez avoir ses coordonnées. Donc, est-ce que dans ce qu'on vient d'aborder, le site web, la clé, les services, est-ce qu'il y a des questions qui surgissent chez vous par rapport à ça? C'est la dernière fois là, de profiter de nos experts qui sont là pour y répondre. Je vous laisse poser vos questions dans le clavardage si vous en avez. Je n'ai pas reçu de questions pour l'instant, donc on nous remercie surtout pour ces présentations, mais je suis bien contente que ça ait pu vous aider. C'était vraiment le but. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ce qui conclut là, notre série de 10 webinaires sur la gestion des AVE. Si vous en avez manqué, n'hésitez pas à aller retourner les voir sur notre site web, comme je disais. Et puis, on demeure disponible pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup à nos intervenants aujourd'hui, Cédric Boué, Jean-François Girard, Romy Jacob-Racine et Alexandrine Larson-Dupuis pour votre participation. Donc, voilà, c'est ce qui conclut. Alors, n'hésitez pas si jamais il y a quelque chose, on demeure disponible. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.